On dit que les morts reposent en paix. Mais parfois, la paix est une illusion. Parfois, le silence d'un cercueil cache un cri que personne ne veut entendre. Léandré Delaunay, veuf discret, croyait avoir tout perdu lorsque sa fille unique, Mayela, fut retrouvée morte au pied de l'escalier. L'accident, disait-on, chute brutale, fin rapide, mais un père connaît son enfant. Et Léandré vit ce que les médecins n'avaient pas vu, ou n'avaient pas voulu voir, des contusions qui ne collaient pas. De la terre sous ses ongles, une tension dans ses traits. Quelque chose clochait. Quand la police l'ignora, quand la morgue l'écarta, il décida d'agir. Il fit l'impensable, dissimuler une caméra dans le cercueil de sa fille. Ce qu'il enregistra cette nuit-là bouleversa son monde. Des murmures, des voix, un mot glissé dans l'ombre, elle bougeait encore. Ce récit n'est pas une simple enquête. C'est le combat d'un père contre l'oubli, contre les faux rapports, contre un système qui enterre trop vite les vérités gênantes. Et c'est l'histoire d'une fille dont le silence a fini par hurler si fort qu'aucune tombe ne pouvait plus l'étouffer. Léandré n'avait jamais aimé les dimanches. Trop silencieux, trop long, trop vide. Mais ce dimanche-là, le silence n'était plus une pause, il devenait un abîme. Mayela était à l'étage, comme souvent, une playlist soul tournant doucement en arrière-plan. Elle aimait les vieux morceaux nigérians que sa mère lui avait laissés en héritage. Dans la cuisine, Léandré faisait la vaisselle, le dos tourné, fredonnant à peine. Il se sentait étrangement apaisé, malgré la fatigue. Puis un bruit sec déchira l'air. Un choc, court, brutal, le genre de son qui ne devrait jamais retentir dans une maison calme. Le verre lui glissa des mains. Il courut, gravit les marches 2 par 2, haletant. Le couloir lui sembla plus long que d'habitude. Il tourna à gauche, et là, il la vit. Mayela, étendue au pied de l'escalier, le corps tordu, les yeux ouverts mais sans vie. Un instant, il crut qu'elle le regardait encore. Puis il comprit, il hurla, il s'effondra, et tout s'effondra avec lui. À l'hôpital, tout fut rapide, mécanique, presque déshumanisé. Les médecins prononcèrent le verdict sans émotion. Chute domestique, colonne vertébrale brisée, mort instantanée. Ils hochèrent la tête, murmuraient des banalités. Il ne les entendait plus. Le lendemain, Léandré alla veiller sa fille au service mortuaire. Une infirmière lui indiqua la chambre froide, un numéro sur une porte métallique. Il entra seul. C'est là qu'il vit les premiers détails qui allaient changer sa vie. Des éraflures sur l'avant-bras, des contusions sombres sur la tempe. Et surtout, ses ongles. Noircis, comme si elle avait gratté quelque chose. Comme si elle s'était battue, même après. Il interrogea doucement une infirmière. Pourquoi n'avait-on pas nettoyé le corps correctement? Pas de réponse, juste un haussement d'épaule. Léandré ne dormit pas cette nuit-là. Il fixait le plafond, les poings serrés. Quelque chose ne collait pas. L'idée même d'un accident lui semblait de plus en plus absurde. Son instinct refusait de lâcher prise. Les obsèques furent fixées à la Paix Blanche, un funérarium réputé de la ville. Il y alla seul, préférant éviter les regards, les mots de compassion inutiles. Le hall sentait la javel et les fleurs artificielles. L'employé d'accueil, une femme au visage fermé, lui fit signer des papiers et hocha vaguement la tête. Tout semblait en ordre, mais à mesure qu'il s'enfonçait dans ce lieu trop lisse, trop froid, Léandré sentait une gêne grandir en lui. Une peur sourde, quelque chose clochait. Cette nuit-là, il chercha sur Internet. Il passa des heures à regarder des tutoriels sur les caméras espions, les micros dissimulés, les systèmes de déclenchement à distance. Puis il en commanda un. Petit, discret, dissimulable dans un bouquet. Le lendemain matin, il retourna voir le cercueil de sa fille, prétextant un dernier moment de recueillement. Il s'agenouilla, déposa doucement le bouquet artificiel au niveau du buste. Le geste était précis, chirurgical, la caméra était en place. Le cercueil fut scellé peu après. Mayela, emportée. 3 jours plus tard, Léandré récupéra la carte mémoire. Il s'enferma dans sa chambre, ferma les rideaux, inséra le fichier dans son ordinateur. Les premières heures ne donnèrent rien. Du silence, des bruits de fond indistincts. Puis des sons apparurent, des pas, des frottements, une voix, à peine audible. « Tu crois qu'il a vu ? » ?»« Non, il n'a rien dit. »« Fais vite, referme-la. Les autres vont arriver. » Puis un bruit métallique, un cliquetis, et ce murmure, plus bas, plus terrible. Elle bougeait encore. Léandré arrêta net. Son cœur tambourinait. Son souffle se bloqua. Il rembobina, réécouta, augmenta le son. C'était bien ce qu'il avait entendu. Ces mots. Elle bougeait encore. Il resta assis là, sans bouger, incapable de parler. Il sentit le sol s'éloigner sous ses pieds. Il pensa à son enfant, enfermée vivante dans ce cercueil. Il se leva brusquement, renversa sa chaise, faillit crier, mais sa gorge était nouée. Le lendemain, il se rendit au commissariat. Il apporta l'enregistrement. Il parla des marques, de ses doutes. L'inspecteur, un homme au ventre lourd et au regard las, leva les yeux au ciel en l'écoutant. Il tapota le bureau d'un air distrait. L'enregistrement était irrecevable. Aucun mandat,
Aucune autopsie, aucun élément médical probant. Et puis, ce genre d'affaire, ça ne tient pas en justice. On lui conseilla de faire son deuil. Léandré se leva. Il ne dit rien, mais une chose était sûre, il ne pleurerait plus. Pas tant que la vérité dormirait avec sa fille. Léandré ne retourna pas au travail. Il ne répondit pas aux appels. Il restait enfermé, l'esprit prisonnier d'une phrase qui tournait en boucle, elle bougeait encore. Il écoutait l'enregistrement en boucle, chaque nuit. Il notait chaque bruit, un frottement, une respiration, un mot glissé dans l'ombre. Il repassait chaque seconde, comme un détective traquant une faille dans un mur. Quelque chose, dans cette voix chuchotée, lui glaçait le sang. Ce n'était pas seulement une erreur. C'était une faute, un crime, et personne ne voulait l'entendre. Il avait tenté d'alerter la police, mais l'accueil avait été glacial. L'inspecteur lui avait parlé comme on parle à un vieux fou. Un père incapable d'accepter la mort de sa fille. Un homme qui s'invente une histoire pour survivre à la douleur. Mais Léandré n'inventait rien. Il sentait au fond de lui que quelque chose ne tournait pas rond dans cette histoire. Et s'il ne faisait rien, la vérité mourrait avec elle. Ce soir-là, il alluma son ordinateur, sans but précis. Il tapa simplement « journaliste indépendante », puis ajouta un mot « justice ». Plusieurs noms apparurent, mais un seul revint avec insistance, Amina Soglo. Elle n'était pas une vedette de plateau télé. Elle n'avait ni chaîne YouTube, ni slogan accrocheur. Mais ses articles, eux, parlaient pour elle. Hôpitaux corrompus, écoles fantômes, réseaux de fausses adoptions. Elle écrivait pour faire bouger les choses. Elle était la voix de ceux qu'on ne voulait pas écouter. Il prit une grande inspiration et rédigea un message. Il y mit peu de mots, mais toute sa douleur. « Bonjour, je suis le père d'une jeune fille décédée récemment. On m'a dit que c'était un accident, mais j'ai des raisons de penser qu'on me cache la vérité. J'ai un enregistrement. S'il vous plaît, écoutez-le. » Il envoya. 2 heures plus tard, Amina l'appela. Sa voix était claire, calme, directe. Elle lui demanda peu de détails. Elle voulait surtout une chose, entendre l'enregistrement. Léandré le lui transmit. Le lendemain matin, elle se présenta devant chez lui. Petite, le regard perçant, un carnet sous le bras, elle entra comme une enquêteuse, mais parla comme une sœur. Elle écouta l'audio, casque sur les oreilles, concentrée. Puis elle ferma les yeux un instant, hocha la tête, et parla doucement. Ce que vous avez enregistré est flou, mais ce n'est pas du vent. Il y a des voix. Il y a une intention. Et ce n'est pas celle du repos. Elle lui expliqua qu'elle avait déjà entendu parler de pratiques douteuses dans certains funérariums. Rien d'aussi précis que son cas, mais assez pour éveiller les soupçons. Léandré lui demanda si elle croyait vraiment que sa fille avait été enterrée vivante. Amina se tut, puis répondit sans détour. « Je crois que quelque chose de grave s'est produit. Et je crois que vous avez raison de ne pas lâcher. Mais si vous me laissez creuser, il faudra être prêt à aller jusqu'au bout. Vous n'aurez plus la paix d'un homme qui souffre en silence. Vous serez un homme qui dérange. » Il releva les yeux vers elle. Son regard était vide, mais déterminé. « Je n'ai plus rien à perdre. » Les jours suivants, Amina lança ses filets. Elle contacta d'anciens employés de la Paix Blanche, des familles, des soignants. Elle envoya des mails, passa des coups de fil, parcourut des forums obscurs. Puis un jour, elle revint, son carnet plein à craquer. « J'ai trouvé quelqu'un, dit-elle. Un ancien employé. Il veut parler. » Elle le décrivit comme nerveux, fatigué, mais honnête. Il ne voulait pas d'argent, juste qu'on sache ce qui se passait derrière les murs du funérarium. Léandré insista pour venir. Il voulait entendre les mots. Il voulait les voir sortir de cette bouche, ces mots qui changeraient tout. Le rendez-vous fut fixé à la tombée de la nuit, dans une ruelle à l'écart. L'homme était grand, le visage caché sous une casquette. Il regardait partout, comme s'il craignait que la nuit ait des oreilles. Il parla vite, la voix basse. Il raconta des transports de corps irréguliers, des falsifications de certificats, des cercueils scellés trop tôt. Et surtout, il parla d'une fille, ramenée un lundi soir, pas encore froide, avec une larme séchée sous l'œil. Léandré sentit ses jambes plier. C'était elle. L'homme n'avait pas de preuves physiques. Mais ces mots vibraient d'une vérité que Léandré reconnut immédiatement. Quand il releva la tête, ses yeux ne pleuraient plus. Il brûlait. Amina le regarda longuement. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. Léandré répondit sans hésiter. « On allume le feu. » L'appartement de Léandré ressemblait désormais à une salle d'investigation improvisée. Des feuilles éparpillées couvraient la table basse, copies de rapports, relevés médicaux, captures d'écran d'articles, et des notes griffonnées à la main. Chaque papier était une pièce du puzzle. Chaque mot pouvait contenir une vérité. Le cœur de l'enquête, pourtant, battait ailleurs. Amina recevait des messages codés depuis quelques jours. Elle les lisait en silence, les effaçait aussitôt. Et ce matin-là, elle montra à Léandré un nouveau SMS reçu d'un numéro inconnu. Le message était bref. Rendez-vous à 20h, rue des Anciennes Vignes. Pas de caméra, pas de nom. Léandré fixa l'écran sans parler. Amina posa doucement la main sur son bras et lui conseilla de rester en retrait.
Il refusa. Il voulait voir l'homme. Il voulait lire la vérité dans ses yeux. À la tombée de la nuit, ils se retrouvèrent dans une ruelle silencieuse, loin des regards. Une ancienne station de lavage à moitié en ruine leur servait de point de rencontre. L'odeur de béton humide se mêlait à celle de la peur. Léandré ne disait rien, le visage figé, les poings dans les poches. Amina scannait les alentours, en alerte. Puis l'homme arriva. Grand, silhouette fine, visage enfoncé sous une casquette. Il avait le regard de ceux qui dorment mal depuis longtemps. Il s'arrêta à quelques mètres, regarda autour de lui, puis s'adressa directement à Amina. Il parla vite, sans préambule. 10 minutes, pas plus. Il ne voulait pas qu'on le voie. Il ne voulait pas de problème. Il avait travaillé à la Paix Blanche pendant 2 ans. Il avait vu des choses. Et entendu d'autres. Des histoires qu'on ne croyait pas, parce qu'elles semblaient trop sinistres pour être vraies. Mais il était là pour les raconter, enfin. Il raconta les corps reçus sans papier, les cercueils scellés avant même que la famille ne les voie, les médecins qui signaient des certificats sans autopsie. Il évoqua un protocole secret pour accélérer le traitement des dépouilles. Le mot « accélérer » revenait souvent, comme un poison lent. Puis il s'interrompit. Il avait reconnu Léandré. Il le fixa un long moment, hésitant. « Tu es le père de la fille. La brune, les yeux ouverts. Oui, je me souviens d'elle. Elle est arrivée un lundi soir. C'était mon tour de garde. Le dossier disait « mort par chute ». Mais quand on a ouvert le sac, elle n'était pas froide. Il y avait une larme séchée sous son œil gauche. Et ses mains, elles étaient encore souples. Léandré vacilla. Il recula d'un pas. La voix de l'homme continuait, mécanique. J'ai voulu prévenir, mais mon supérieur m'a dit de me taire. Il a refermé le sac lui-même. M'a dit de signer le papier et de partir. J'ai signé, et je suis parti. Mais depuis ce jour, je dors mal. Le silence tomba, lourd comme une dalle. Amina brisa l'instant. Est-ce que vous seriez prêt à témoigner officiellement? L'homme secoua la tête. Impossible. Trop dangereux. Mais il accepta que ses paroles soient utilisées de manière anonyme. Il voulait que la vérité sorte, même sans visage. Quand il s'éloigna, Léandré resta planté là, figé dans la nuit. Amina posa une main sur son épaule, comme pour le retenir de s'effondrer. De retour chez lui, Léandré resta de longues minutes dans le couloir, incapable d'entrer. Quand il franchit enfin la porte, c'est comme si l'appartement était devenu étranger. Il regarda la photo de Mayela sur le buffet. Elle souriait, insouciante, éternelle. Mais désormais, ce sourire semblait crier vengeance. Amina s'assit à la table, sortit son carnet, et parla d'un ton calme. Ce témoignage est une bombe. Même sans nom, il suffit à lancer une enquête journalistique. Et avec l'enregistrement, ça devient un dossier explosif. Si on publie, on ne pourra plus revenir en arrière. Léandré releva la tête. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux. Seulement de la certitude. On publie. Le lendemain, l'article fut mis en ligne à l'aube. Titre simple, direct, La Paix Blanche, un cercueil trop tôt refermé. Léandré ne lut pas l'article. Il n'en avait pas besoin. Il en était l'origine, le cœur battant. En quelques heures, l'article fit le tour des réseaux. Les partages se multipliaient, les commentaires affluaient. Certaines familles racontaient leurs propres doutes. D'autres criaient leur colère. L'histoire réveillait un mal bien plus profond qu'ils ne l'imaginaient. Et à la fin de la journée, une annonce officielle tomba. Le parquet décidait de rouvrir l'enquête sur la mort de Mayela Delaunay. Léandré resta seul ce soir-là, une bougie allumée devant la photo de sa fille. Il ne souriait pas, il ne pleurait pas, il attendait. La tempête venait de commencer. Le lendemain de la publication de l'article, La Paix Blanche devient un nom que plus personne ne prononçait avec respect. Le bâtiment, autrefois sobre et silencieux, était maintenant encerclé de curieux, de journalistes, de familles endeuillées. Certains venaient avec des fleurs, d'autres avec des dossiers dans les mains et des questions dans les yeux. Les employés ne se montraient plus. Les volets métalliques étaient descendus, et le numéro d'appel du funérarium sonnait dans le vide. Les rumeurs circulaient plus vite que la vérité. Certains disaient que des corps avaient été échangés, d'autres parlaient de disparitions inexpliquées. Ce qui était certain, c'est que la confiance s'était évaporée. Léandré regardait tout cela de loin. Il observait sans parler, les bras croisés sur la poitrine, Amina à ses côtés. Son visage restait fermé, mais son silence n'était plus celui du deuil. C'était celui d'un homme qui attendait que justice remonte à la surface. Le procureur les convoqua dans son bureau dès le lendemain. Un homme méthodique, le ton neutre, les mots mesurés. Il les écouta attentivement, parcourut les pièces du dossier préparé par Amina, l'enregistrement audio, le témoignage anonyme, les photos médicales, les incohérences du rapport initial. Après un long silence, il déclara qu'une enquête officielle allait être ouverte pour négligence, falsification de documents et entrave à l'autopsie. Il ajouta que, dans le cadre de cette réouverture, une exhumation du corps de Mayela serait nécessaire. Léandré sentit le monde ralentir autour de lui. Exhumer sa fille, la déranger une dernière fois. Le mot seul avait un goût amer.
Mais il savait que c'était nécessaire. Il hocha la tête, la voix nouée, et répondit simplement qu'elle méritait la vérité. Quelques jours plus tard, l'opération eut lieu au lever du jour, à l'abri des regards. La scène se déroula dans un coin isolé du cimetière, sous un ciel gris. Il y avait là 2 médecins légistes, un officier judiciaire, Léandré, et Amina. Le cercueil fut remonté en silence. Aucun mot, aucune larme, juste le vent, et le battement lourd du cœur de Léandré dans sa poitrine. Quand ils ouvrirent le cercueil, Léandré crut suffoquer. Le bouquet qu'il avait placé avait été déplacé. La caméra dissimulée était détruite. Et surtout, le couvercle intérieur du cercueil portait des marques nettes. Des griffures, multiples, désordonnées, comme des signes de panique. L'un des médecins fronça les sourcils. Il murmura quelques mots aux collègues. Puis il déclara que des analyses plus poussées seraient nécessaires, mais que ces traces n'étaient pas compatibles avec une mort instantanée. Léandré recula. Il se tint à un arbre. Il ne pleura pas, il ne cria pas, il se figea, comme frappé par la foudre. Sa fille avait été enfermée vivante. Et personne ne l'avait entendu. Les résultats de l'autopsie furent rendus officiels une semaine plus tard. Les médecins concluaient à une probabilité de conscience partielle au moment de l'ensevelissement. Des traces de terre dans les voies respiratoires. Des signes de lutte. Une suffocation lente. La nouvelle fit l'effet d'un séisme. Amina enchaîna les interviews. Elle publia une série d'articles sur le système funéraire du pays, ses failles, ses abus. Elle montra que les victimes étaient souvent les mêmes, les pauvres, les isolés, les marginalisés. Ceux qu'on ne pense pas capables de se défendre. Le procès fut annoncé dans la foulée. Les dirigeants de la Paix Blanche furent inculpés. 3 employés, dont le directeur, furent arrêtés pour négligence criminelle et falsification de documents. Un médecin légiste fut accusé de complicité passive. Durant les premières audiences, Léandré était présent, chaque jour, assis au premier rang, le regard droit, sans détour. Il écoutait les témoignages, les justifications maladroites, les silences gênés. Il ne sia pas, il ne détourna jamais le regard. Amina continuait à l'accompagner. Elle tenait ses carnets, ses micros, ses dossiers. Mais elle tenait surtout debout l'histoire de Mayela. Une histoire devenue symbole. Un jour, entre 2 séances, une femme âgée l'approcha à la sortie du tribunal. Elle lui prit la main et dit doucement, « Je n'ai jamais osé parler quand ils ont enterré mon mari. Mais grâce à vous, j'ai retrouvé ma voix. » Léandré la regarda longuement. Il lui serra la main, fort. Il ne dit rien, mais dans ses yeux, une certitude nouvelle brillait. Il n'était plus seulement un père en colère. Il était devenu témoin, porteur de mémoire, lanceur de lumière. Depuis la fin du procès, Léandré n'avait pas repris le cours de sa vie. Mais il avait trouvé un nouveau rythme. Pas celui d'un homme en deuil figé dans la douleur, mais celui d'un homme transformé par elle. Le silence de sa maison n'était plus vide. Il était devenu un lieu de réflexion, de décision, d'action. Tous les matins, il s'asseyait à la table où Mayela faisait autrefois ses devoirs. Il y ouvrait un carnet, écrit à la main, page après page. Ce n'étaient pas des souvenirs, ni un journal. C'étaient des lettres, à elle. Des lettres dans lesquelles il racontait ce qu'il voyait, ce qu'il faisait, ce qu'il sentait. Il écrivait pour la faire exister encore, autrement. C'est dans une de ces lettres qu'il eut l'idée de la fondation. Il ne voulait pas que l'histoire de Mayela soit simplement un fait divers parmi tant d'autres. Il ne voulait pas qu'on la réduise à une victime d'un dysfonctionnement administratif. Elle méritait plus. Elle méritait que son nom serve à protéger d'autres vies. C'est ainsi que naquit la Fondation Mayela, une organisation dédiée à la défense des droits des familles endeuillées, à la transparence des pratiques funéraires et à la lutte contre la discrimination silencieuse qui les entourait. Avec l'aide d'Amina, il monta une équipe de bénévoles, juristes, psychologues, travailleurs sociaux, citoyens engagés. Ensemble, ils ouvrirent une première ligne d'écoute pour les familles en détresse. En moins de 3 semaines, ils reçurent plus de 100 appels. Tous racontaient des histoires similaires. Absence d'autopsie, cercueil refermé trop vite, certificat de décès rédigé sans examen, service facturé sans consentement. Ce n'était pas un cas isolé. C'était un système. Et Mayela en avait été une victime de plus. Pour répondre à cette vague, Léandré proposa un acte fort. Organiser une veillée publique, un espace pour ceux qui, comme lui, avaient souffert en silence. L'événement fut prévu 1 mois après le procès, dans un ancien amphithéâtre abandonné, prêté par une université. Il s'attendait à une 50aine de personnes. Plus de 200 vinrent. Les gens apportèrent des bougies, des photos, des noms. Certains parlèrent pour la première fois. Une femme raconta qu'elle n'avait jamais revu le corps de son mari. Une autre expliqua qu'elle avait retrouvé des traces de sang sur les vêtements de sa mère, malgré le rapport officiel qui parlait d'arrêt cardiaque. Léandré écoutait. Il prenait des notes. Il les regardait dans les yeux et leur disait simplement « Je vous crois ». Ce soir-là, il ne parla qu'à la fin. Il prit le micro d'une voix calme, mais ferme. Il n'avait pas préparé de discours.
ce que vous venez de faire est plus puissant que n'importe quel procès. Vous avez parlé, et parce que vous avez parlé, vous existez. Et ceux qu'on a enterrés trop vite existent à nouveau. Puis il ajouta une phrase que tout le monde retint, on n'enterre pas la vérité avec les corps. Quelques jours plus tard, Léandré et Amina reçurent une lettre du Conseil national des droits civiques. On leur proposait de reconnaître leur combat par une distinction officielle. Léandré refusa d'abord. Il n'avait rien fait pour les médailles. Mais Amina insista, ce n'était pas pour lui. C'était pour ceux qui avaient encore peur de parler. Il accepta. Lors de la cérémonie, il monta sur scène, les mains tremblantes. Il prit la parole devant un public debout. Je suis juste un père, un homme ordinaire. Ce que j'ai vécu, d'autres l'ont vécu aussi, mais n'ont jamais été écoutés. Ce n'est pas moi qu'on récompense. C'est la parole qu'on croyait morte. Ce soir-là, il rentra seul chez lui. Il alluma une bougie et la posa sous le portrait de Mayela. Il s'assit face à elle. Il resta là longtemps, sans un mot. Dans le silence, il crut entendre quelque chose. Pas une voix, pas un bruit, juste une sensation, comme si le silence lui répondait enfin. Et pour la première fois depuis 1 an, il sentit une paix différente. Pas celle de l'oubli, celle de la transmission. Depuis quelques mois, Léandré n'était plus un simple nom dans une affaire judiciaire. Il était devenu une figure d'écoute, un point d'ancrage pour ceux qui n'avaient jamais eu droit à la parole. Partout où il allait, on le saluait avec une sorte de respect silencieux. Pas celui qu'on réserve aux héros, mais à ceux qui ont traversé l'enfer et en sont sortis debout. Il n'avait rien demandé de tout cela. Il aurait 1000 fois préféré rester inconnu et garder sa fille vivante. Mais la réalité l'avait arraché à lui-même, et il avait choisi de faire de cette douleur un passage vers quelque chose de plus grand. Un matin d'octobre, on l'invita à intervenir dans un lycée, dans le cadre d'un programme de sensibilisation. Léandré hésita longtemps. Parler à des adolescents, à ceux qui avaient l'âge de Mayela, était pour lui une épreuve bien plus difficile qu'un discours devant une assemblée officielle. Mais il accepta. Il arriva dans une salle remplie de jeunes aux regards tantôt curieux, tantôt distraits. Il se tint droit devant eux, le carnet de lettres à la main. Il les observa un instant, puis commença sans détour. Il leur parla de sa fille, de son sourire, de ses lectures, de ses rêves. Il leur raconta le jour de sa mort, la violence du doute, l'horreur de la découverte. Il parla de l'enregistrement, du cercueil, de cette phrase qu'il avait changée à jamais, elle bougeait encore. Les visages s'étaient figés, les bavardages avaient cessé, on ne riait plus, on écoutait, une main se leva timidement dans le silence. « Monsieur, est-ce que vous avez réussi à pardonner ?» Léandré s'arrêta, il baissa les yeux, puis releva lentement la tête. « Non, dit-il simplement, je n'ai pas pardonné, je ne suis pas fait pour ça. Mais j'ai transformé cette colère. Elle est devenue une force. Et cette force, c'est ma manière à moi de survivre. De continuer à vivre, pour elle. » À la fin, les élèves l'applaudirent. Certains vinrent le saluer, d'autres lui glissèrent des mots écrits sur des petits papiers qu'il lut le soir même, assis sur le lit de Mayela. L'un d'eux disait « Merci de parler quand personne ne le fait ». Léandré comprit alors que le témoignage était devenu une forme d'héritage. Amina, de son côté, continuait son travail avec la même intensité. Elle avait lancé une série d'articles sur les dérives du système funéraire, intitulée « Les oubliés de la dernière heure ». Elle recevait des messages tous les jours, de familles, de soignants, d'employés. Certains voulaient témoigner, d'autres cherchaient simplement à comprendre. Un soir, elle appela Léandré. « J'ai retrouvé la trace d'une autre jeune fille. Même âge que Mayela, même funérarium. Les parents n'ont jamais parlé. Tu viens avec moi ?» Léandré accepta. Ils prirent la route le lendemain. 2 heures de trajet, en silence, traversant des routes poussiéreuses et des villes fatiguées. Ils arrivèrent devant une maison modeste, aux murs décrépits, où une femme les attendait, assise sur une chaise en plastique. Elle avait les traits tirés, les mains nouées dans son pagne. Elle les fit entrer sans un mot. Puis, une fois assise, elle parla. Elle raconta sa fille, Lisa, morte après avoir dénoncé des attouchements d'un voisin. La police n'avait pas réagi. L'autopsie avait été refusée, et on l'avait enterrée dans les 3 jours, sans qu'elle ait pu la revoir. Je savais que quelque chose clochait, murmura-t-elle. Mais j'avais honte, et peur, alors j'ai laissé faire. Léandré lui prit la main. Ce n'est pas votre faute. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on se taise. Mais aujourd'hui, vous venez de briser ce silence. La femme hocha lentement la tête. Elle accepta de témoigner anonymement. Une voix de plus, une lumière de plus dans ce labyrinthe d'ombre. Les mois passèrent. La fondation Mayela ouvrit 2 nouvelles antennes. Une dans le nord du pays, une dans l'est. Des bénévoles se proposaient chaque semaine. Des étudiants, des retraités, des juristes. Tous portaient une histoire, une cicatrice, une colère transformée. Léandré restait loin des caméras. Il préférait les ateliers, les réunions de terrain, les discussions dans les cuisines modestes. Il écoutait, notait, conseillait. Il était devenu un pilier, discret mais solide. Puis vint l'idée d'un lieu.
Un espace physique, chaleureux, sans bureaucratie, sans jugement. Amina et lui l'imaginèrent ensemble. Ils l'appelèrent la maison Mayela. Un jardin entoura le bâtiment, avec des hibiscus rouges et des allées de jasmin. Sur le mur d'entrée, une phrase gravée dans la pierre. Tant que quelqu'un se souvient, rien n'est jamais vraiment mort. Un matin, une petite fille s'approcha de Léandré dans le jardin. C'est vrai que votre fille chantait aux plantes? Léandré sourit. Elle leur chantait des poèmes. Elle disait que ça les aidait à grandir. Et vous lui chantez encore? Il regarda les fleurs. Le vent soufflait doucement. Je lui parle. Et parfois, je crois qu'elle m'écoute. Le verdict tomba sous un ciel d'orage, comme un écho du tumulte intérieur de Léandré Delaunay. Dans la salle d'audience, le silence était si pesant qu'on aurait pu entendre le cœur d'un père battre. Le juge, impassible, lut les sentences. Le directeur du funérarium, Alain Marchand, reconnu coupable de négligence criminelle aggravée. 2 employés furent également condamnés pour falsification de certificats médicaux et atteinte à l'intégrité des corps. Léandré, debout, n'applaudit pas. Il ne sourit pas. Il ferma simplement les yeux. Ce n'était pas la victoire. Ce n'était pas le soulagement. C'était juste une forme de justice. Incomplète, mais nécessaire. Mayela était morte. Rien ne la ramènerait. Mais désormais, son nom ne serait plus enterré sous un mensonge. Grâce à l'article d'Amina, à l'enregistrement arraché à la nuit et au courage obstiné de Léandré, la vérité avait franchi les murs du déni. L'opinion publique, choquée par l'affaire, exigea des réformes sur les pratiques mortuaires. Une commission indépendante fut lancée. Les familles qui avaient perdu un proche dans ce funérarium commencèrent à témoigner. D'autres histoires émergèrent. D'autres voix étouffées reprirent vie. Amina continua son travail d'investigation, portée par une nouvelle flamme. Elle et Léandré restèrent en contact, liés à jamais par une enquête qui avait commencé dans un cercueil et s'était terminée dans les colonnes d'un journal. Léandré, lui, ne retourna pas tout de suite à Saint-Benoît. Sa maison était vide, bien trop vide. Il erra quelque temps, dormant dans des chambres anonymes, marchant sans but précis dans des ruelles étrangères, comme s'il cherchait encore quelque chose dans les reflets des vitrines ou les ombres des passants. Ce n'est qu'un matin, en regardant une fillette traverser la rue avec un cartable identique à celui de Mayela, qu'il comprit. Il ne retrouverait jamais sa fille, mais il pouvait encore faire entendre sa voix. Il décida de créer une fondation. Il lui donna le nom que Mayela avait griffonné un jour sur un cahier, le papillon rouge. Elle lui avait dit, les yeux brillants, que c'était le symbole de la transformation, de l'âme qui refuse de disparaître. La fondation œuvrerait à dénoncer les négligences dans les établissements funéraires, à offrir un accompagnement juridique aux familles victimes d'erreurs ou de maltraitance, mais aussi à sensibiliser sur les discriminations sociales invisibles. Car Léandré l'avait compris, si les autorités avaient si vite classé l'affaire, c'était aussi parce qu'il était seul, discret, veuf, et que sa fille n'était qu'une jeune femme ordinaire aux yeux du monde. L'inauguration de la fondation se fit 1 an jour pour jour après l'enterrement de Mayela. Une salle modeste, une 30aine de personnes. Mais parmi elles, des familles endeuillées, des militants, des journalistes, et même un ancien policier, venu s'excuser en silence. Amina prit la parole avec une voix chargée d'émotion. Puis Léandré s'approcha du micro. Il parla lentement, sans notes. Il raconta Mayela, ses éclats de rire, sa passion pour la danse contemporaine, sa peur du noir. Il parla du soupçon, de la solitude, de la rage. Et enfin, du combat. Quand il s'arrêta, il n'y eut aucun applaudissement. Seulement un long silence. Un silence lourd, mais cette fois, un silence respectueux. Léandré retourna vivre à Saint-Benoît quelque temps plus tard. Il aménagea une petite pièce en bureau, couverte de photos de Mayela, de coupures de journaux, de lettres reçues par des familles touchées. Il devint le porte-voix de ceux que personne n'écoutait. On l'invita dans des colloques, des émissions. Il refusa parfois, accepta d'autres fois. Il n'aimait pas se montrer, mais il savait que chaque prise de parole était une forme de résistance. Il se surprit même, un jour, à sourire à un enfant dans le train. Ce sourire-là, il ne l'avait plus eu depuis 1 an. Les murmures avaient été révélés, les coupables jugés, mais Léandré savait que tout ne s'arrêtait pas là. Il y aurait toujours des voix à écouter, des vérités à défendre. Mayela était partie, mais son absence avait donné naissance à une cause. Et parfois, c'est dans l'obscurité la plus totale que naissent les lumières les plus tenaces. Alors chaque matin, Léandré allumait une bougie sur la fenêtre de sa maison. Pas pour pleurer, non. Pour rappeler que même dans le silence, il y a toujours une voix qui attend d'être entendue. L'histoire s'achève ici, mais son écho, lui, continue de résonner. Ce que Léandré Delaunay a vécu n'est pas un simple fait divers. C'est le parcours bouleversant d'un père qui refuse d'abandonner, même quand tout semble déjà perdu. Il a traversé le déni, l'indifférence, le silence institutionnel, pour défendre la mémoire de sa fille, pour que justice lui soit rendue, et que son nom ne disparaisse pas dans l'oubli.
Cette histoire nous montre que l'amour peut être plus fort que la peur, plus fort que les murs, plus fort que la mort. Elle nous rappelle que la vérité n'est pas toujours évidente, mais qu'elle mérite d'être cherchée, même dans les endroits les plus sombres. Si cette histoire vous a ému, touché ou interpellé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, on raconte ce que d'autres préfèrent taire. On donne une voix à ceux qu'on a fait taire. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, et surtout, partagez, parce qu'une histoire, aussi vraie et puissante soit-elle, n'a de force que si elle est entendue. Merci pour votre écoute. À bientôt pour une nouvelle vérité.